Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Aux États-Unis, on va s'intéresser au déboire judiciaire de Joe Biden, du fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui constituait déjà une épine dans les pieds du président américain, candidat à sa propre succession en 2024, et dont évidemment les problèmes judiciaires, comme je l'ai dit, risquaient de représenter une véritable menace pour celui qui est l'actuel locataire à la Maison-Blanche. Et donc, il faut savoir que Hunter Biden est le fils cadet de Joe Biden. Il avait son fils aîné qui s'appelait Beau Biden, est décédé en 2015 d'un cancer du cerveau. Il faut savoir que Beau et Hunter Biden étaient les enfants d'un premier mariage de Joe Biden. Son premier mariage, malheureusement pour eux, leur maman est décédée tragiquement au cours d'un accident de circulation. C'était en 1971, quelques semaines après que Joe Biden venait d'être élu sénateur de l'État du Delaware, qui est le bastion familial des Biden. Et donc, à la suite de ce décès-là, où avait non seulement péri leur maman, mais également leur petite sœur. Et donc, Joe et Hunter Biden ont grandi avec ce traumatisme-là. Alors, dans les années 80, Joe Biden va entrer en seconde noces avec celle qui est toujours son épouse aujourd'hui, Jill Biden, avec laquelle il va avoir une fille, mais elle viendra avec 2 de ses fils qu'elle a également eu d'un précédent mariage. Et donc, il faut savoir qu'au printemps 2021, Hunter Biden avait sorti une autobiographie dans laquelle il racontait ses addictions, notamment à l'alcool et aussi à un certain nombre de... tout ce qui est alcool et drogue. Voilà, c'est ça véritablement les addictions qui ont toujours été les siennes. Et donc, Joe Biden s'est toujours battu pour essayer d'aider du mieux qu'il pouvait son fils. Mais véritablement, c'est pas cette affaire-là qui intéresse les républicains notamment. Mais ça, on va y revenir. Mais donc, Hunter Biden souffrait d'addiction. Et donc, ces addictions-là vont même empirer, notamment après le décès de son frère aîné en 2015. Et donc, tout ça va faire que, évidemment, on va aboutir ensuite en 2020 à l'affaire de son ordinateur portable. J'en avais parlé ici. Oui. L'ordinateur portable dans lequel il y aurait eu un certain nombre d'informations qui, si elle aurait été divulguée pendant la campagne de 2020, Joe Biden n'aurait certainement pas été élu président des États-Unis. Et même pour cela, le camp républicain n'a cessé d'accuser le FBI et notamment l'équipe de campagne de Joe Biden et le Parti démocrate d'avoir en quelque sorte organisé un espèce de coup d'État, entre guillemets, pour empêcher à Donald Trump de pouvoir être réélu. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, cette affaire, les déboires judiciaires de Hunter Biden, sont toujours diversement appréciés. Alors, il faut savoir que Hunter Biden a donc passé un accord avec le procureur de l'État du Delaware pour deux charges qui étaient portées contre lui. Alors, la première charge était celle qui consistait à ne pas avoir s'être exonéré de payer l'impôt fédéral pour les années 2020 pour les années 2017 et 2018, somme qu'il a payée par la suite. Et puis le fait qu'en 2018, alors qu'il était il était un drogué, il était un toxicomane qui consommait du crack, il avait acheté une arme dans le Delaware et il n'avait pas notifié durant l'achat d'armes qu'il était dépendant aux stupéfiants. Et donc, par la suite, c'est ce qui est interdit dans l'État du Delaware. Une personne qui est reconnue comme étant addict aux stupéfiants n'a pas le droit d'acheter une arme à feu. Et donc, Hunter Biden, sachant ses addictions, avait quand même violé cette loi fédérale-là. Et donc, hier, son avocat a fait savoir que Hunter Biden a donc signé un accord avec le procureur de l'État du Delaware, le procureur spécial de l'État du Delaware, dans lequel il reconnaissait les charges de fraude fiscale et aussi qu'il reconnaissait avoir violé la législation fédérale sur la détention d'armes à feu. Et donc, en contrepartie, il est condamné à une
peine alternative de prison, c'est-à-dire qu'il sera suivi pendant 2 ans par la justice pour s'assurer qu'il suit bien les programmes de désintoxication et les problèmes de lutte contre ces addictions d'une part. Et puis, d'autre part, il est aussi en quelque sorte condamné à des espèces de travaux d'intérêt général. Et donc ça, ces 2 conditions-là viennent de lui être imposées par le procureur spécial du Delaware pour justement, en contrepartie de la reconnaissance des fautes qu'il aurait commises, notamment en matière de fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu. Alors pour les républicains et Donald Trump en tête, il s'agit ni plus ni moins que d'une décision qui vise à favoriser, une fois de plus, Hunter Biden, parce que c'est le fils de Joe Biden. Et ils estiment que, voir la manière dont cette affaire a été traitée, en opposant et en comparaison plutôt avec la manière dont Donald Trump fait l'objet d'une véritable avalanche judiciaire, pour eux, c'est la preuve irréfutable que la justice américaine est véritablement aux ordres. Elle fait tout pour que, évidemment, on puisse régler de la façon la plus rapide et surtout la plus indolore judiciairement pour Joe Biden, parce qu'il est candidat à l'élection, à sa succession en 2024. Et par conséquent, donc, la justice qui est aux ordres de la famille Biden fait tout, met tout en œuvre pour justement que cette affaire éclabousse le moins possible Joe Biden. Et dans le même temps, il ne cesse d'activer les réseaux, d'activer, si tu veux, les moyens fédéraux pour empêcher ou pour tout mettre en œuvre pour empêcher Donald Trump d'être candidat en 2024, notamment en se servant de la justice et en sortant toute une série d'affaires judiciaires. Alors, évidemment, dans le fond, lorsque l'on regarde les problèmes judiciaires de Donald Trump, il y a un fond de vérité. Donald Trump le mérite vraiment, mais effectivement, lorsque l'on regarde notamment l'affaire Hunter Biden, on peut aussi se poser certaines interrogations. D'abord, concernant la fraude fiscale, il s'agit l'élément qui a été retenu par le procureur spécial du Delaware, c'est notamment le fait qu'il n'ait pas payé l'impôt fiscal, donc qu'il n'ait pas déclaré l'ensemble de ses revenus. Et c'est justement là où les républicains estiment que la justice américaine, notamment le FBI, n'est pas allé au bout des investigations parce qu'elle ne s'est pas intéressée à la période 2008-2017, c'est-à-dire les années durant lesquelles Barack Obama était président des États-Unis et Joe Biden son vice-président. Durant les doubles mandats de Obama-Biden à la Maison-Blanche, Hunter Biden a occupé des postes dans des conseils d'administration d'entreprises énergétiques, notamment en Chine et en Ukraine. Et il y a une véritable zone d'ombre sur pourquoi, comment est-ce que Hunter Biden avait fait pour obtenir ces postes d'administrateur-là, puisque l'on sait qu'avant cela, Hunter Biden, qui est avocat de profession, n'était pas reconnu comme étant un homme d'affaires avéré, notamment dans le domaine énergétique. Il n'a jamais détenu des actions dans des entreprises énergétiques. Il n'a jamais investi dans ce domaine-là aux États-Unis. Et même dans son domaine juridique, en tant qu'avocat, il n'est pas spécialisé dans le droit des hydrocarbures, le droit minier ou le droit pétrolier. Et donc, tout ça fait que, à juste titre, les gens se demandent quelle est la particularité qui a fait que ces entreprises-là l'aient choisi, lui, pour occuper quand même un poste d'administrateur qui était grassement payé. Il faut savoir que, par exemple, pour le cas de l'entreprise Burisma, qui est l'entreprise gazière, en fait, il faut savoir que Burisma, c'est un consortium d'entreprises à la fois ukrainiennes et russes, parce que le gaz russe pour aller en Europe, une partie, il y a plusieurs gazoducs, mais il y a un gazoduc qui passait par l'Ukraine pour aller directement en Allemagne. Et donc, on avait créé en Ukraine une entreprise qui était chargée de gérer les droits de passage, en quelque sorte, du gaz russe pour aller en Europe. Et donc là, évidemment, dans cette entreprise, on avait octroyé, pendant que Joe Biden était vice-président des États-Unis, un poste d'administrateur à Hunter Biden qui était grassement payé. Et donc,
les républicains demandent depuis lors de justifier au FBI de trouver les véritables raisons de cette nomination-là, parce qu'ils ne comprennent pas ce que Hunter Biden avait de particularité, soit en termes de compétences, soit en termes de qualité, si ce n'est autre que d'être le fils de Joe Biden, qui était à l'époque vice-président des États-Unis. Et donc pour eux, le fait que le FBI n'ait pas cherché de ce côté-là, n'ait pas essayé de trouver, s'il n'y avait pas une contrepartie que l'on avait demandé à Hunter Biden, c'est-à-dire de jouer de la relation qu'il avait avec son père pour peut-être défendre un certain nombre, apporter un certain nombre d'informations ou défendre certains intérêts, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient autres. Et donc tout ça, évidemment, on retrouve ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. En 2016, lorsque Joe Biden est candidat, on se rappelle, Volodymyr Zelensky venait d'arriver à la présidence ukrainienne. Donald Trump, qui était candidat encore, qui était encore président des États-Unis, avait à l'époque appelé Volodymyr Zelensky pour lui demander de tout mettre en œuvre pour lui envoyer des informations concernant Hunter Biden. En contrepartie, Donald Trump n'allait pas bloquer une subvention de 250 millions de dollars que les Américains accordaient annuellement à l'Ukraine. Donc, on voit que cette affaire-là, en réalité, a des ramifications plus profondes que cela. Et on est, en tant qu'observateur, aussi quand même un peu étonné de la rapidité avec laquelle cette affaire a été conclue du côté du Delaware et du côté du procureur spécial. Parce que le procureur spécial, comme c'est un procureur fédéral, il travaille avec le FBI. Mais on est aussi quand même obligé de se dire que ça n'aurait pas véritablement de sens. Parce que ce procureur-là du Delaware, qui était en charge de cette enquête et qui a justement conclu cet accord, avait été justement nommé par Donald Trump. Et donc, on verrait mal, non pas que tous les procureurs ou tous les juges qui sont nommés par un président, en quelque sorte, leur sont redevables. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, ils sont assujettis à une espèce de reconnaissance ou à un certain ordre de la part, à appliquer certains ordres de la part de ceux qui les ont nommés là. Non, les procureurs aux États-Unis et les magistrats, notamment les magistrats fédéraux, sont pour la plupart, ils sont indépendants et ils disposent de tout l'arsenal pour pouvoir jouir de leur indépendance là. Donc, en dépit du fait qu'il ait été nommé par un président, il a toute la latitude de faire appliquer la loi, même si cette loi-là va contre les intérêts du président qu'il est nommé. Donc ça, évidemment, c'est une réalité aux États-Unis. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas aussi directement taxer ce procureur-là d'être forcément anti-Trump ou pro-Biden. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est quand même assez dubitatif, un peu surpris sur la rapidité. On aurait, du point de vue du doute qui quand même pèse fort sur Hunter Biden et le rôle potentiel ou présumé que Joe Biden aurait pu avoir dans cette nomination-là, évidemment, on aurait aimé que le FBI aille un peu plus loin. Mais si le FBI et le procureur spécial décident d'arrêter là, eh ben, on est obligé de tenir compte de cette réalité-là. Mais pour le camp républicain, évidemment, c'est encore un élément en plus qui vient, si tu veux, étayer leur thèse selon laquelle la justice américaine actuellement est aux ordres de Joe Biden et qu'elle met tout en œuvre pour essayer de freiner ou de bloquer la candidature de Donald Trump, tout en essayant de le ménager au maximum, notamment par le biais d'un règlement rapide des affaires judiciaires qui concernent son fils Hunter Biden. Mais ce qui est sûr, c'est que les ennuis judiciaires de Hunter Biden ne sont pas finis, parce qu'il est clair que si d'aventure, ou malheureusement pour Joe Biden, celui-ci ne soit pas réélu et que ce soit Donald Trump qui revienne au pouvoir, il est clair que lui, il va tout mettre en œuvre pour refaire sortir ce dossier-là et peut-être en passant par Joe Biden pour essayer d'atteindre évidemment celui qu'il considère comme son pire ennemi politique actuellement aux États-Unis, à savoir Joe Biden. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'actualité internationale. Jean-Paul, le sous-marin canadien, là, on l'a retrouvé? Non, on ne l'a pas encore trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bon, pour le moment, on l'ignore. On ne l'a pas retrouvé parce que c'est très difficile. Il faut savoir que ce sous-marin-là, c'était un sous-marin d'exploration, d'exploration des grands fonds.
il faut savoir que lorsque l'on dépasse les 3000 mètres, on est dans des zones de grand fond. Et il y a très peu d'équipements dans le monde qui sont en capacité d'aller dans ces zones-là. Alors, c'était une entreprise touristique qui offrait justement la possibilité à des gens fortunés, parce qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour bénéficier de ce service-là, d'aller explorer les grands fonds, parce qu'ils avaient pour objectif d'aller explorer l'épave du Titanic, le Titanic qui est enfoui à quelques dizaines de milliers 1450 mètres des côtes canadiennes et par plus de 4000 mètres de profondeur. Donc, maintenant, le sous-marin qui avait 5 personnes à bord, il y avait le pilote, il y avait un certain nombre de spécialistes, il y avait un guide touristique spécialiste des grands fonds et il y avait un homme d'affaires britannique. Et donc, ce sous-marin, lorsqu'il a plongé, au bout de... Il a une autonomie en vérité de 96 heures en termes d'oxygène. C'est pour ça que les gens continuent les recherches, parce que, si tu veux, la période où on considère qu'ils sont potentiellement encore en vie, eh ben, elle demeure. Donc, ils ont 96 heures d'oxygène. Donc, on se dit qu'il y a une chance, peut-être qu'il y a eu une avarie, un problème technique qui fait que d'abord les communications soient coupées et qu'on n'arrive pas à le localiser. Mais étant donné la quantité d'oxygène qu'il a encore à bord, il y a encore des chances de les retrouver en vie, même si ces chances-là, évidemment, sont infimes, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est à 4000 mètres de profondeur, la pression qui s'exerce sur les équipements, elle est énorme. C'est des pressions qui peuvent aller jusqu'à 1 ou 2 tonnes au centimètre carré. Donc, avant de plonger, s'il y a eu une avarie, c'est-à-dire que si l'appareil n'a pas supporté la pression, ça veut donc dire que dès le départ, il y avait eu un problème qu'il n'avait pas détecté. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement grave. Ça, c'est vraiment le pire des cas, et on espère que ce n'est pas ce qui se soit produit, mais au regard du fait que jusqu'à présent, on n'ait pas pu encore avoir signe de vie des occupants, ni de ce petit sous-marin-là, eh bien, évidemment, les gens sont particulièrement inquiets. Alors, on a appelé un navire de l'Ifremer, qui est l'Institut français de la recherche marine, qui a aussi un sous-marin qui a la capacité d'aller dans ces zones-là, parce qu'il y en a très peu à travers le monde. Alors, ce sous-marin-là, ce navire a été détourné, il est en train d'aller justement dans la zone pour essayer d'aider aussi aux recherches et donner un peu plus de chance aux secouristes de retrouver sains et saufs cette équipe. Merci Jean-Paul. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique, on va venir retrouver René Rude dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.